Bienvenue à cette deuxième séance qui va porter sur une notion importante, la notion de paysage. Alors nous allons essayer de la cerner parce que c'est une notion à la fois complexe et ambiguë. Alors la complexité de la notion de paysage vient du fait qu'elle ne peut s'accommoder à une seule situation, mais à toutes les situations de parole. Elle peut effectivement désigner tous les domaines, ou presque, de la réalité concrète et abstraite. Art, sciences, économie, architecture, ressources, jouissances, tourisme, culture, et j'en passe. Son ambiguïté, elle, réside dans le fait qu'elle implique à la fois une réalité regardable et un sujet regardant. Et ils ont tous deux la particularité d'être indissociables. Alors l'apparition du paysage dans les langues occidentales est relativement récente. Pour Régis Debray, c'est Robert Estienne qui aurait été le premier à utiliser le mot paysage en français pour désigner non pas la campagne, mais un tableau représentant la campagne. C'est donc une notion empruntée à la peinture. Le mot paysage apparaît effectivement pour la première fois en 1549, peu après l'apparition de l'italien paesaggio, peu avant landscape et landschaft. L'espagnol paisaje a été emprunté au français en 1708. Il avait alors deux significations. La première, je peux dire qu'elle est d'ordre militaire. Il désignait le lieu de surveillance militaire d'où l'on voyait arriver les troupes armées ennemies. Et cette arrivée favorisait bien sûr le paysage. L'observateur, en s'assurant la possession et la domination à la fois oculaire et territoriale du paysage, assure la sécurité à ses concitoyens. L'autre signification est d'ordre religieuse. Les sanctuaires au perché favorisaient le paysage. Dans cette perspective, le rôle important des paysages alpestres dans l'élévation morale des personnages de romans a très souvent été pointé et démontré. Je récapitule ce premier point. Le mot paysage fut d'abord un terme de peinture. Il a été formé à l'aide du radical pays et du suffixe age. Si l'espace est une catégorie qui appartient au sens de paysage, c'est parce que le radical du mot pays indique à la fois un lieu d'accueil où peut se situer quelque chose et l'idée de groupe. Le paysage ne peut, dans un premier temps, se définir que par opposition au pays dont il est étymologiquement dérivé. Pays veut dire site naturel. Il n'est esthétiquement perçu qu'à partir
et à travers un paysage qui en est en quelque sorte la représentation artistique. Jusqu'au XVIIIe siècle, le mot pays s'opposait au mot campagne. Il désignait une nature sauvage ne suscitant qu'ennui et appréhension. La mer et la montagne ne verront leur production comme paysage qu'à partir du XVIIIe siècle. Alors à partir de ce siècle, le paysage signifie une partie de la nature aux éléments, lignes, formes disparates. Il signifie également une immensité, un dehors, si vous voulez, qui s'oppose à l'emprisonnement d'un dedans. Il commence là où finit le jardin. Le jardin pourrait être considéré, dans ce sens, comme une sorte de vêtement bigarré que l'homme impose au pays pour l'esthétiser et le transformer en paysage. Le jardin, ce mythe consolateur, comme chacun sait, est un avant-goût du paradis. Il signifie, dans la langue d'origine, à savoir le persan, un enclos entouré de murs. Le jardin a toujours été lié au besoin d'enclore. Il a toujours eu une fonction monadique, consistant à concentrer un contenu maximum dans un contenant infime. Le jardin se pose alors comme la dénégation même de la sécheresse et de la stérilité extérieure. Ces caractéristiques fondamentales sont la fermeture, la fertilité, la fraîcheur, la fruition. Qu'en est-il maintenant du suffixe âge? Alors le suffixe âge renferme l'idée de globalité. Il s'emploie généralement en deux sens. Dans des mots comme ramage, rivage, plumage, visage, il forme des substantifs désignant des ensembles. Tous les mots dérivés en âge se distinguent effectivement de mots simples correspondant par le sème ensemble. Le paysage est donc, pour commencer, un ensemble géographique constitué d'éléments et appréhendé simultanément par la vue sous son aspect plus ou moins général. Le paysage a dans cette première signification partie liée avec les vues synoptiques qui semblent satisfaire chez l'observateur des exigences essentielles, voire existentielles, telles par exemple l'instinct monarchique, latent, ou l'amour du rassemblement, qui consiste à embrasser d'un seul coup d'œil la disparité des lignes, des formes, des couleurs d'une partie de nature. C'est cette passion, patente ou latente, de la focalisation inhérente au paysage qui semble faire adopter le paysage à tous les genres artistiques. L'art lui-même se définit comme un moyen rassembleur, un agent de cristallisation autant de ce qui s'étale dans l'espace que de ce qui s'éparpille dans le temps.
On pourrait donc définir le paysage comme étant un moment plus ou moins objectif à travers lequel un morceau de nature s'expose devant nos yeux et facilite le processus de rassemblement, voire de focalisation mis en œuvre par notre conscience perceptive. Le suffixe âge, on le retrouve aussi dans des mots comme pliage, virage, et dans ce cas, le suffixe âge indique encore plus explicitement une activité humaine, chose que comporte également le mot paysage, même si ce sens n'est pas toujours clair dans la conscience des sujets qui parlent. Le paysage serait alors l'activité de perception globale et indéterminée à la fois qui constitue le pays. Le suffixe âge connote en outre l'idée d'action, laquelle idée fait du paysage le pays en action. Ces premières investigations me mènent au résultat suivant, que le paysage est un ensemble indistinct, non dénombrable, d'objets que le sujet regardant perçoit indistinctement ou confusément. En réinterrogeant son radical, on peut dire que pays ne serait en fin de compte que l'objet constitué par cette perception globale, confuse, indéterminée, avec de fortes connotations affectives qu'on appelle le paysage. En confrontant entre eux le terme paysage et ses synonymes, on peut dégager de leurs intéressantes différences de nouveaux traits distinctifs de la notion. D'une rapide comparaison avec panorama, décor, nature, environnement, on peut déduire que le paysage est tout ensemble non limité, omnisensoriel et évolutif. Si le panorama est balayé uniquement du regard et appréhendé comme un tout clos sur lui-même, le paysage, lui, est perçu, senti par tous les sens en éveil. Qu'en est-il du décor? Le décor est une coordonnée spatiale qui sert à situer des figures. Son aspect ornemental diminue en quelque sorte son importance. D'autant plus que lui se trouve intimement lié au thème de l'apparence séduisante et trompeuse. Contrairement au paysage, le panorama est conçu comme une globalité sans extérieur qui n'existe que dans le mouvement qui la crée. L'environnement maintenant, l'environnement en tant qu'espace vital de l'homme, pour terminer, se distingue du paysage, même s'il lui est souvent associé, car il constitue une notion abstraite. Il est plutôt exigé en tant que tel par la science écologique et signifie donc tout le dehors indifférencié. Alors il ressort de ces rapides comparaisons que le paysage donc est une construction.
il est l'addition ou la combinaison de l'apport extérieur et de la création propre du sujet. Cela, bien sûr, soulève un certain nombre de questions du genre: le paysage contient-il en lui les lois de sa perception, ou est-ce moi le sujet de l'appréhension de sa représentation? Qui de l'objet perçu ou du sujet percevant dicte ces lois de perception ou de construction au paysage? Qui de l'être ou du paysage colore l'autre? Alors nous sommes en présence, au travers de ces questions qui peuvent venir à l'esprit, nous sommes en présence de deux points de vue qui s'opposent en apparence, mais se complètent en réalité. Alors je dirais que selon un premier point de vue, ou selon une première attitude qui serait sentimentale, c'est l'ego qui propage, diffuse son pathos dans le monde. Selon cette attitude sentimentale, le paysage serait un état d'âme, selon le mot d'Amiel. Dans ce cas, son altérité disparaît. Il n'existe pas en tant que lui-même. Un paysage n'a pas non plus de qualité esthétique en soi. Seul a de la valeur le sentiment que l'homme y met ou transmet. C'est ce que, d'ailleurs, Charles Baudelaire explique dans le Salon de 1859, intitulé « Le paysage ». Je le cite: « Si tel assemblage d'arbres, de montagnes, d'eau et de maisons, que nous appelons un paysage, est beau, ce n'est pas par lui-même, mais par moi, par ma grâce propre, par l'idée ou le sentiment que j'y attache. » Fin de citation. Le paysage pourrait, selon un point de vue opposé à celui sentimental, et c'est donc la deuxième attitude, atmosphériser l'être, c'est-à-dire que ce sont les qualités du paysage qui déterminent le mode d'être du sujet regardant. Le paysage deviendrait ainsi le lieu d'une recherche de soi-même, le miroir devant lequel pose la destinée de l'être. Alors je vais maintenant poser une question à partir de ces investigations et tenterai d'y apporter quelques éléments de réponse. Le paysage, à partir de tout ce qu'on vient de voir, relève-t-il de la perception ou de l'imagination? Le rôle de l'observateur dans ce qu'on appelle le processus de spatialisation du paysage est fondamental, car il déploie une activité à caractère multiple, intellectuel, affectif et esthétique. Décrire un paysage, c'est en effet essayer de communiquer à autrui à la fois les significations qui se dégagent des choses et la réaction d'un individu sensible, d'un individu disponible, les sens en éveil, attentif à ce qui, dans le monde extérieur, le frappe ou le motive. Dans ce cas, parler
de paysage, c'est nécessairement parler de soi. Par conséquent, ce qui est décrit, ce n'est pas le paysage, mais le sujet regardant. Ou plutôt, l'atmosphère mentale où il se trouve. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'Émile Zola considère que le mot description est devenu impropre, le paysage devant expliquer le personnage. Dans le roman expérimental, il condamne chez Théophile Gautier la description pour la description sans aucun souci d'humanité. Alors, pour récapituler, je peux dire que le paysage est ce mélange où le réel se trouve alchimiquement transposé dans l'imaginaire pour tisser la forme la plus sensible d'un monde. Avec un écrivain comme Chateaubriand, surtout, la littérature française se saisit du paysage pour en faire un objet littéraire. Elle le compose pour en faire à la fois la trace visible dans la nature de l'acte de voir et le recueil ou le réceptacle des sentiments qui conditionnent la perception. Ceci, bien sûr, dans le but d'édifier le monde des impressions subjectives et spirituelles dont le paysage ne semble au final être que le prétexte. À la suite de Gaston Bachelard, il convient de considérer le paysage comme l'édifice dont la volonté et le cœur constituent en quelque sorte l'armature métallique. La rêverie est devenue en effet une composante essentielle du paysage et du rapport de l'être au paysage. Je ne résiste pas à l'envie, bien sûr, de citer ici Bachelard. Il écrit ceci: avant d'être un spectacle conscient, tout paysage est une expérience onirique. Fin de citation. Alors, par cette assertion, il prend à contre-pied la phénoménologie de la perception de Merleau-Ponty, qui stipule la primauté dans le rapport au paysage de la vue sur la pensée. Dans ses précieux travaux, Bachelard ne prend intérêt au paysage qu'à travers la vision des poètes ou la poésie des souvenirs. Alors, ce qui l'intéresse dans le paysage, c'est, je l'ai dit, la vision des poètes ou la poésie des souvenances, des réminiscences, des souvenirs. Pourquoi ? Eh bien, parce que il a l'intime conviction que la fonction première du paysage est de faire naître l'homme. D'après Goethe, l'écrivain allemand, l'harmonie du monde comme paysage réveille dans la conscience de l'observateur l'harmonie de ses facultés cachées, de ses facultés internes.
car il existe, entre le sujet regardant et l'objet regardé de profondes et intéressantes correspondances. Chez Hölderlin et Rilke, la rencontre du paysage fait toujours l'effet d'un éveil. Éveil à un paysage de conscience. Il est donc, à partir de là, deux types de perception du paysage. Le premier type, c'est la perception dite mentale, celle d'éléments spatiaux symboliques. Le deuxième type de perception, c'est la perception dite matérielle, c'est-à-dire celle d'éléments spatiaux mémorisés. La conjugaison de ces deux types de perception donne lieu à ce qu'on appelle communément image, qui exprime en partie le contenu subjectif et affectif du paysage. Deux niveaux, pour aller vite, interviennent dans le processus de la perception. Un premier niveau cognitif, où le sujet percevant enregistre et classe les informations à travers des indices qui lui permettent une identification de l'espace. Puis un deuxième niveau, un niveau affectif, qui est dans le même temps un niveau normatif, et il constitue une interprétation formant globalement une image de la réalité s'appuyant sur les caractéristiques matérielles pour leur attribuer une signification. Alors tout cela pour dire que les sens ne sont pas uniquement des récepteurs d'informations. Ils ne se contentent pas de percevoir et de classer des éléments singuliers et ou constants. Ils les sélectionnent, les organisent, les associent pour en faire ce qu'on pourrait appeler des signes symboles, lesquels signes symboles sont capables de traduire les schémas mentaux de l'observateur. Les perceptions sensorielles subissent ainsi des modifications imposées par plusieurs facteurs dont la mémoire, l'éducation, l'imagination, les fantasmes, la culture. Entre la réalité et sa représentation, l'écran est considérable, à cause essentiellement de la subjectivité du regardant. Alors, une autre question, peut-être la dernière, le paysage est-il un genre littéraire? Je n'ai pas le temps ici de faire l'historique de l'évolution du paysage comme genre littéraire, mais il est évident qu'à sa naissance et pendant longtemps, le paysage littéraire était intimement, étroitement lié au paysage du peintre et que sa genèse doit beaucoup aussi à la religion. En effet, l'influence du paysage, l'influence sur le paysage de la vie monastique, conçue comme la contemplation de Dieu à travers la nature, est grande.
surtout au XIXe siècle. Le paysage est devenu littéraire, genre littéraire, lorsqu'il s'est détaché, naturellement, de la peinture et de la religion. Lorsqu'il s'est soumis à des contraintes de forme et de contenu qui font de lui à la fois figuration, c'est-à-dire description, et impression, c'est-à-dire méditation. Je dois ajouter ici que la notion anthropologique de champ culturel a démontré qu'à chaque contexte socio-culturel correspond un ou plusieurs paysages déterminés. On peut citer comme ça, à titre d'illustration, d'exemple, la suprématie de la montagne chez Jean-Jacques Rousseau ou encore Bernardin de Saint-Pierre, dont le génie réside moins dans la description que dans la rêverie, pour reprendre le mot de Bachelard, qu'inspire le paysage alpestre ou altier. Je peux donner l'exemple des paysages du nord et du sud de la Méditerranée, à notre époque, qui sont des phénomènes bien connus des chercheurs qui s'intéressent généralement à la représentation de l'espace dans la littérature. Alors, en tant que composante du paysage, la méditation, bien sûr, comporte, pour terminer, l'idéologie. L'idéologie comme principale constante à travers l'histoire. Par exemple, le paysage romantique, dont les inventeurs semblent être Jean-Jacques Rousseau et Bernardin de Saint-Pierre, et même post-romantique, est sous-tendu par le spiritualisme de Victor Cousin ou l'idéalisme post-kantien. Tandis que les paysages du nord et du sud de la Méditerranée, dont les meilleurs exemples se trouvent chez Albert Camus, sont régis par une certaine forme de sensualisme. Tout cela pour dire que l'idéologie transparaît toujours dans le paysage littéraire, dans le choix qui est fait de tel paysage au désavantage de tel autre, et dans le choix même de la notion de paysage pour représenter une vision ou une perception du monde. Merci de votre attention et à bientôt pour une autre séance.